Le Buzomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple, du côté du site Mac Forever. Et cette semaine, en l'absence de Didier qui a encore un test de l'autre côté de la planète, c'est notre ami Laurent Pantanach qui s'y colle. Laurent. Attends, comment il se met? Non, c'est de ce côté. Voilà, c'est côté. Voilà, non, l'autre côté. L'autre côté, voilà, le profil Poulicaille. Ouais. Il y a un détail qui est important. Attendez, revenez sur lui. Non. Si, voilà, là, c'est pas le physique qu'on a dit. Pas le physique. On avait dit pas le physique. Laisse Didier tranquille, s'il te plaît. D'accord. Bon. Alors, première info rumeur. Apple a racheté Pixelmator. Ah, ça, c'est énorme. Bam. Donc, Pixelmator, société lituanienne, qui a 3 produits, qui sont Pixelmator, Pixel Photo et je ne me rappelle plus la troisième. Et donc, il y a un super produit. Il y a quelques semaines... Répète ce que c'est, Pixelmator. Donc, Pixelmator, c'est un Photoshop, un Adobe Photoshop. Ouais, non, pas grand public, parce qu'il est un peu plus simple. Beaucoup. Mais qui intègre aussi un peu d'Illustrator dedans et tout. Donc c'est l'intelligence artificielle. Oui, mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, je me suis pris la tête avec Adobe et entre autres Photoshop et entre autres le modèle de prix d'Adobe et la pénalité qu'ils te font payer si tu décides de quitter avant l'annuel. Et j'ai demandé à tout le monde où est-ce que je vais. Et donc j'ai posé la question et tout le monde m'a dit Affinity Photo ou Pixelmator. J'ai testé les deux. La recommandation de Christophe Degrave, toujours de bons conseils, était test Pixelmator, c'est celui qui se rapproche le plus de la philosophie Apple. Et donc, je suis passé sur Pixelmator grâce à Christophe Degrave et j'adore. Et je me dis, mais pourquoi je n'y suis pas allé avant, sachant que ça fait 2 ans qu'il me dit d'y aller, et ils les ont rachetés. Monsieur Degrave, comment vous interprétez ce rachat de Pixelmator? C'est des Lituaniens. Hein, oui, j'ai bien compris. Pour rappeler. Ça me paraît tout à fait logique, en tout cas, par rapport à la sélection logique, c'est un logiciel de Pixel, musique, monsieur. C'est pas un logiciel de photo. Par rapport à la, tu vois, au léché, en fait, à l'expérience utilisateur de Pixelmator, c'est très Apple. Et effectivement, je pense que si j'aime tellement ce logiciel, c'est entre autres pour son interface utilisateur. Et moi, ça fait très longtemps que j'utilise plus Photoshop. Toute une partie des miniatures sur lesquelles j'avais eu l'occasion de travailler pour ORLM, On refait la pop, etc., ont été faites sous Pixelmator, par exemple. Donc, c'est vraiment un très chouette logiciel. Donc, ça, c'est la première partie. Que c'est voilà. Beau. Ouais, la seconde partie, tu vois aussi, c'est que quelque part, ça montre un désir d'Apple, parce que c'est un logiciel qui est quand même à la limite du logiciel pro. Ça montre quand même la volonté d'Apple d'avancer dans ce monde de la suite graphique, du fait de vouloir quand même faire avancer son patrimoine d'applications. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu une nouvelle application de création graphique, enfin de création tout court d'ailleurs du côté d'Apple. La dernière, dans le grand public, c'était peut-être GarageBand, donc ça remonte à une quinzaine d'années. Et Final Cut Pro, qui était peut-être l'une des dernières évolutions, Final Cut Pro 10, qui est une évolution qui me revient de mémoire, mais ça fait plutôt plaisir et ça montre aussi qu'il semble se réintéresser au contenu et aux utilitaires qu'il propose par défaut dans le Mac, puisque dans la dernière présentation d'Apple, il insiste beaucoup sur le fait que le Mac Mini notamment est livré avec des logiciels d'Apple qui lui permettent d'être in the box, prêt à être productif. Ce serait un argument supplémentaire. Il est vendu combien aujourd'hui, Pixelmator ? 49 €. Ah oui, c'est un argument de taille par rapport à... Par contre, 49 €, mais si vous êtes abonné sur Revolut, c'est gratuit. Si vous avez un abonnement premium. Il y a des actions chez Revolut ? Non, mais je le dis, c'est que quand on a un abonnement premium à 4 €, etc., il y a par contre, si Revolut veut être sponsor dans Refait le Max, c'est quand vous voulez, les gars. Bah voilà, vous le savez maintenant. Revolut est basé en partie en Lituanie aussi. Non, mais c'est pas ça. Non, mais quand tu regardes tu regardes dans les offres premium, il y a pas mal, il y a Sleep Cycle, etc. Il y a quelques applis, l'abonnement au Financial Times, etc., qui sont filés gratuits. Allez, on enchaîne sur la deuxième info rumeur de cette émission et on parle de quoi, Laurent ? Donc, face au succès du Vision Pro, Apple a décidé de doubler la production des machines. Non, ils ont décidé d'arrêter. Donc, a priori, bien sûr, Apple n'a pas dit qu'ils arrêtaient, mais apparemment, ils ont stoppé la production de la version actuelle. Et on pense, on imagine que il y a des bruits qui disent qu'il pourrait sortir une version un peu différente avec un M5 à l'intérieur. M5 ouais, il ne va pas arriver demain matin, la Vision Pro 2, alors. C'est pas une BMW, mais c'est bien une puce Apple.
Alors, on va se tourner à la fois du côté de Fred et du côté de Christophe. On sait qu'ils ont, on s'attendait à voir arriver une version un peu plus accessible du Vision Pro, et il faudra attendre peut-être la prochaine génération de puces pour ça, c'est ça ? Ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier, Olivier, que c'est une M2 de mémoire qui est à l'intérieur. Ouais. À l'époque, ils avaient sorti ça en M2 alors que la M3 venait d'arriver. Mais tu sais, Samy, ils ont quand même vachement travaillé sur une puce existante. Hein, donc le M2 n'intègre pas de mémoire le ray tracing, un certain nombre d'effets hardware au niveau des GPU. Donc c'est une vieille puce. En fait, ils ont sorti ça avec une vieille puce et elle était gravée en 5 nano N5P, je crois. Donc, on a eu le 4 nano qui est passé par là, on a eu le 3 nano première génération qui est passé par là, et maintenant, on a du 3 nano version 2 qui est super efficace. Donc, ils peuvent nous faire franchement une puce en 3 nano actuelle, hein, avec le 3 nano, ce qu'on appelle le N3E, ils peuvent nous faire vraiment une puce beaucoup plus puissante, beaucoup plus économe en énergie, mais surtout en chaleur, ce qui peut changer quand même radicalement le design même du casque, qu'on lui reproche un petit peu d'être quand même trop lourd et puis un peu trop épais. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qu'ils peuvent dès à présent faire, et à mon avis, ils travaillent déjà dessus. Et accessoirement un peu trop cher. Christophe, tu y crois aussi qu'Apple va avoir déçu dans les idées et va pousser... génération après génération, son casque de réalité mixte, son ordinateur spatial. Il y a aussi des bruits qui courent autour du Apple Vision Pro, comme quoi il pourrait en exister une version. En tout cas, Apple essaierait de créer une version pour la tester d'un Apple Vision Pro qui serait animé par ton smartphone. Donc l'objectif serait vraiment de brancher ton casque de réalité virtuelle, de réalité mixte, directement sur ton téléphone, pour que ton smartphone devienne celui qui anime l'Apple Vision Pro. Pas les écrans, c'est-à-dire le processeur, c'est ça ? Juste la partie processeur, les batteries processeur, effectivement. Voilà, batterie, processeur, etc. Donc je pense que c'est un test. Je me vois mal me balader. Je miserais pas cher, hein, pas très élevé sur cette rumeur-là, mon cher. Mais bon, pourquoi pas, hein, mais non. En tout cas, moi, je pense qu'ils vont pas. Rien dit, hein. Ouais, je sais. En tout cas, dans ce temps-là, vous avez vu que nos amis de chez Meta ont sorti le Quest 3S, qui facturait moins de 300 €. Donc, en tout cas, ils peuvent dire merci à Apple. Hein, ça donnait envie de populariser. Ça a quand même pas mal popularisé les casques de réalité virtuelle et de réalité mixte. En tout cas, il y a un marché. On enchaîne avec les MacBook Pro, je crois, Laurent. Oui. Qui viennent d'arriver. Donc, alors, la nouvelle version du MacBook Pro avec le M4 dedans vient d'arriver. Et beaucoup de gens disent, mais c'est marrant, la forme du Mac n'a pas du tout changé, du MacBook. 3 ans. Ouais, ça commence à dater. Alors, moi, je l'adore, hein, je l'aime beaucoup. C'est un des formats même mes formats préférés. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent, c'est bizarre, ça n'a pas changé. Donc, tu vois, il y a discussion. Et les bruits. Encore une fois, on est dans le buzzomètre, hein, donc les bruits disent qu'il n'y aurait pas de redesign avant Gurman, c'est ça avant 2026. Ah oui, d'accord. Donc tu vois, ça veut dire qu'il va durer encore un an, une bonne année et demie, quoi. Du tactile, pas du tactile. On n'en sait rien, mais ça serait voilà. Je veux mon Mac tactile. Tu voulais parler de Wi-Fi, voilà du Wi-Fi. Et c'est là où c'est intéressant. On apprend que Apple serait en train de développer sa propre puce Wi-Fi 7. Ce qui pourrait expliquer que la norme venant que de sortir et qu'il y a quand même pas mal de soucis, comme le disait tout à l'heure l'expert Frédéric Rassa, possiblement ils se disent, mais il est temps pour nous, ça fait longtemps qu'on se pose la question, on se posait même la question pour une puce radio, hein, dans les iPhones. Hein, mais on se dit, imagine s'ils arrivent avec leur puce Wi-Fi 7 et une puce qui serait complète, parce qu'il y a beaucoup de puces. Et hybride, à la fois 5G et Wi-Fi 7. Et aussi, alors qui ferait 2G, 4G, 5G, et au milieu, il y en a une autre. Donc, qui agrégerait les 3 bandes. Alors qu'il y en a beaucoup qui agrègent que 2 bandes aujourd'hui. Donc, c'est peut-être aussi la raison, comme ils sont déjà en train de la développer, tu vois, ils n'ont pas fait ça sur ces modèles, parce qu'ils ne veulent pas
payer la puce à d'autres, donc certes à Qualcomm ou à Broadcom en fonction de leur fournisseur, mais dans leur prochain device, il y aura la puce Apple. C'est-à-dire qu'ils vont quand même générer la gamme entière bientôt du hardware. Hein. Restons au conditionnel, mais c'est du conditionnel. Ce serait pour la puce M5. Fred, on sait que c'est un chantier qui est en place depuis longtemps chez Apple, à la fois de produire leur propre puce 5G, leur propre puce Wi-Fi. Ils avaient racheté pour cela les modems de chez Intel. Et puis depuis, ça fait presque 7 ou 8 ans maintenant, depuis plus de nouvelles, hein, Fred. Ouais, plus de nouvelles, et puis ça devient quelque chose qui est un peu compliqué hein, chez eux. Alors ils ont les moyens, ils ont une division hardware que Apple Silicon qui marche très très bien. Ce côté-là, effectivement, ils donnent pas de promesses. Il faut dire que c'est hyper dur de faire ce que fait Qualcomm, de faire des puces 5G, Wi-Fi et Broadcom aussi. Hein. C'est très très complexe. C'est un monde un petit peu à part. C'est pas la même chose que faire des puces d'ordinateur. Mais je pense qu'ils vont y arriver. Hein. Ils vont y arriver, et surtout ce que ça va permettre, c'est qu'ils vont pouvoir, contrairement aux autres acteurs comme Broadcom, faire des choses sur mesure en termes de gestion d'énergie et de coopération, des choses qu'on ne peut pas faire quand on fait des puces pour tout le monde. Tu penses qu'ils vont aller jusqu'à intégrer ces puces dans le cœur du silicone de l'Apple Silicon comme ils le font aujourd'hui pour certains d'autres composants ? Alors, s'ils le faisaient, effectivement, ça leur permettrait notamment d'économiser beaucoup d'énergie. Et puis, je crois qu'il y a ce qu'il faut en termes de gravure pour le faire. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation de le faire parce que des fois, quand on fait des puces trop grosses aussi, ça a un certain coût. Mais c'est vrai que tout intégrer, ça serait l'idée. Alors, peut-être une partie, la partie Wi-Fi, peut-être pas la partie 5G, mais la partie Wi-Fi pourrait la faire. Ouais, merci Fred. On reste dans les réseaux, mon cher Laurent, j'y suis arrivé. Tout à fait. Donc, on est vendredi. Hein, on sait que la semaine est longue. On sait que Apple utilise aujourd'hui Globalstar, tu sais, pour les appels, enfin les messages et aussi les appels d'urgence quand le réseau ne passe pas. Donc Globalstar, c'est le réseau satellitaire qui est concurrent de Starlink, on peut dire ça. Voilà, c'est une solution de communication. Ouais, c'est moins compact, mais moins puissant. Mais l'idée, c'était de permettre des appels, surtout ces fameux SMS d'urgence ou compris en cas d'urgence. Donc il n'y a pas de réseau, tu es dans maintenant des SMS tout court. Des SMS tout court maintenant. Et donc en fait, Globalstar est une société un peu endettée. Okay. Et Apple fait un investissement de quelques milliards dans la boîte, dont 350 millions qui vont servir juste à désendetter Globalstar. Ils ont investi 1,5 milliard là récemment. C'est ça. Et donc en fait, ça rendrait ce partenariat hyper intéressant parce que j'imagine que la contrepartie, c'est certainement une sorte d'exclusivité. Donc ça mettrait Apple dans une posture, tu vois, un peu de presque unique sur ce domaine, avec une couverture quasiment mondiale pour pouvoir offrir sur ses téléphones de la connexion un peu partout. On n'est pas encore dans ça va pas aussi loin que Elon Musk avec Starlink. Oui, mais tu peux pas faire encore avec un téléphone. Je sais pas, Starlink permet vraiment de surfer partout. C'est loin de le cas à des vitesses très, très impressionnantes comparé à Globalstar. Mais on sent que Apple se prépare parce que s'il laisse faire Elon Musk, et je pense qu'il va aller jusqu'au bout et proposer un device qui va être ultra compact. Et ça pourrait faire beaucoup de mal, non seulement aux constructeurs de téléphones, Stéphane, mais aussi beaucoup d'opérateurs téléphoniques. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que les opérateurs devront revoir un peu leur offre, peut-être l'étendre. Enfin bon, on verra bien parce que là. Ils bypassent la plupart des opérateurs. De toute façon, je crois que c'est un des vœux pieux au départ de Mark Zuckerberg, parce qu'il voulait que Facebook devienne un opérateur télécom. Et alors d'Elon Musk, et voilà, qui est un méta opérateur. L'avantage de Starlink, c'est qu'il dispose de la force de frappe de SpaceX, oui. Le premier client de SpaceX, c'est Starlink et vice-versa. Non, mais pendant un moment, vous souvenez peut-être que Mark Zuckerberg voulait il avait créé même, je crois, le nom de domaine internet.org de mémoire, et il voulait qu'il y ait de l'internet partout, et lui, c'était avec des mini-montgolfières, vous vous souvenez, et des avions solaires. Et donc lui, il pensait qu'il allait couvrir le monde entier là comme ça. C'est notre stratégie. Il a peut-être laissé tomber le projet. Je n'ai pas suivi là. Un satellite sur 2 dans l'espace aujourd'hui est un satellite Starlink. Il y en a des centaines. Non, des milliers. Des milliers maintenant. Ça sera 24 000, je crois, ou 35 000 en fin 2025. Des espoirs des astronomes à moteur, parce que ça provoque pas mal d'artefacts lumineux quand ils font leurs observations. Voilà, c'était le Busomètre version longue sans Didier cette semaine. On le retrouve dès la semaine prochaine.